Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Amel, comment tu vas ? Bonjour Myriam, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors Amel, toi tu es thérapeute holistique et aujourd'hui on est ensemble pour parler d'un sujet qui est super important, l'estime de soi. Exactement. Alors pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, expliquer ton parcours et pourquoi tu accompagnes les femmes vers un mieux-être et surtout sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur le sujet de l'estime de soi. Oui, bien sûr. Myriam, déjà merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et, bonjour aussi à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et donc moi je me présente, donc c'est Amal. Je suis thérapeute holistique. J'ai pas mal de cordes à mon arc, à savoir, voilà, je fais de la sophrologie, de l'hypnose, de la PNL, je fais aussi de la libération de chocs émotionnels, de la somatisation. Voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de femmes, une majorité de femmes, avec beaucoup de problèmes d'estime de soi. D'accord. Alors, mon parcours. Mon parcours, c'est un parcours dans lequel j'ai eu pas mal de virages à 180 degrés, parfois même 360 degrés, à vrai dire. Donc, j'ai commencé, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée. À partir de là, ça me plaisait plus trop. Je me suis un peu tâtée à aller en psycho. La psychologie, c'est un truc qui m'avait toujours attirée, mais à l'époque, en fait, je sais pas, il y avait comme un certain frein et j'hésitais entre voilà le contact humain, les langues, l'ouverture un peu sur le monde. Finalement, je suis restée un peu en langue et à partir de là, un virage. J'ai travaillé dans la banque pendant une quinzaine d'années à peu près. J'ai eu des enfants entre-temps. Je me suis beaucoup intéressée à la psychologie de l'enfant. C'est à partir de là que j'ai commencé à nourrir, en fait, ce côté humain, cette psychologie qui finalement m'avait toujours attirée depuis petite, en réalité. Ouais. Et donc à partir de là, j'ai commencé, quand j'ai eu mes enfants, dans mon couple également, en fait, ça a été très compliqué. Je suis divorcée, j'ai 3 enfants. J'ai perdu moi-même l'estime que j'avais de moi. J'ai perdu la confiance que j'avais de moi, l'amour que j'avais de moi. Et il me semblait indispensable de faire quelque chose pour me prendre en main. Je savais qu'il y avait des solutions, donc j'ai commencé à faire des thérapies, donc individuelles. Ça allait de mieux en mieux. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas me former ? Donc j'ai commencé à me former, pas forcément dans l'optique d'accompagner dans un premier temps, c'est ce que je souhaitais, c'est vrai, mais j'avais investi tout d'abord dans ma propre personne. Donc j'ai commencé avec la sophrologie. De la sophrologie, donc je suis rentrée dans un système d'engrenage parce que quand on commence un petit peu les formations, une formation amène une autre formation et ainsi de suite. Je valide, je confirme. Ouais. Et toi-même tu connais, ouais, Mariam, tu vois. Ouais. Et donc sophrologie, donc j'ai poursuivi avec l'hypnose, la PNL. J'ai poursuivi avec la libération de chocs émotionnels, la somatisation. Là, prochainement, je vais faire une formation également sur l'hypersensibilité. D'accord, c'est très clair. En tout cas, c'est super intéressant ton parcours. Et effectivement, on sent, moi je te suis un petit peu sur les réseaux, et on sent dans ta façon de parler, dans ton accompagnement, de la manière dont tu t'adresses aux femmes, on sent effectivement que c'est du vécu et que c'est vraiment, on sent l'expérience. Donc je trouve que ça fait vraiment la différence. Et en tout cas, vraiment un beau parcours. T'as pu faire de tout ça une force pour toi déjà, et aussi aider les femmes. Je trouve ça vraiment très noble. Ouais, merci beaucoup, Mariam. On fait au mieux avec les moyens qu'on a, mais c'est vrai que c'est en tout cas merci pour ton retour. Ouais. Alors, donc l'estime de soi, effectivement. Alors là, on a très bien. Là, ton introduction, elle était très bien parce qu'on comprend vraiment que c'est vraiment un gros sujet aujourd'hui dans nos sociétés, en tout cas. Je sais pas comment ça se passe dans le reste du monde, parce que ce serait intéressant de le savoir aussi. Mais en tout cas, dans notre société actuellement, c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un gros sujet, et notamment l'estime de soi chez les femmes. Pourquoi, à ton avis, c'est un sujet aussi crucial pour le bien-être de la femme aujourd'hui ? Ce sujet, il est crucial parce que c'est le noyau de tout. C'est à partir de là que tout commence.
Et c'est à partir de là que tout commence déjà d'une part, et c'est à partir de là aussi que tout peut se dégrader, que tout se dégrade. Donc c'est un petit peu, moi comment est-ce que je le visualise, Myriam, clairement, je le vois un peu comme un noyau, avec plein de petites antennes. Et ces antennes, en fait, ce sont les conséquences du mal-être que l'estime de soi amène. Donc, c'est crucial parce qu'en fait, c'est la base, c'est le socle, c'est le terreau, en fait, c'est tout. Pour moi, il est impossible de faire un accompagnement qualitatif profond sans travailler sur l'estime de soi. Et c'est vrai que dans la plupart des problématiques, quasiment toutes les problématiques, elles sont liées à ça. Et c'est de là, en fait, que tu peux avoir des comportements qui commencent à être inadaptés, de l'autosabotage, la dépression, l'anxiété, la procrastination, les peurs, les phobies. Il y a énormément de choses qui en découlent. De l'agoraphobie. Et moins on la traite, et plus, en fait, elle s'élargit. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que oui, c'est crucial et c'est un point central. Sans ça, on peut pas se développer, on peut pas être bien, c'est impossible, clairement. Ok, très bien. Alors, on parle souvent effectivement d'estime de soi. C'est vrai que c'est quand même finalement un terme qui est assez vague et générique. Comment tu définirais l'estime de soi? C'est quoi l'estime de soi et qu'est-ce qui la compose? Voilà, en particulier chez les femmes, bien sûr. En particulier chez les femmes. L'estime de soi, bon, je vais faire un petit cours, mais je vais pas aller dans le côté trop magistral. Mais en fait, le verbe déjà estimer, à la base, il vient du latin estimare, ce qui signifie évaluer, dans le sens à la fois déterminer la valeur de et avoir une opinion sur. L'estime de soi en psychologie, c'est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation faite d'un individu sur sa propre valeur. Donc, le vécu d'une personne, en particulier le regard que la personne porte sur elle durant son enfance et le regard qui est porté de par son environnement, c'est ce qui va développer et installer l'estime de soi. Pour les composantes, Myriam, il y a quatre composantes dans l'estime de soi. La première, c'est la plus importante, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, en fait, on arrive à l'acquérir avec un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même, une écoute de ses besoins, une attention particulière aussi de tolérance, de compréhension, de reconnaissance. Et à partir de là, on se sent digne d'intérêt. Donc, l'amour de soi, à la base, il est majoritairement donné à l'enfant par la famille. Donc, c'est dans l'enfance que ça se construit, clairement. Le deuxième point qui constitue en fait l'estime de soi, ça va être l'image qu'on a de soi au travers du regard des autres. Ça, c'est le deuxième élément. Et ça, en fait, chez les femmes, c'est pourquoi plus l'image. Moi, dans les accompagnements que je fais, l'image de soi, c'est quelque chose d'important. On sait que, on en parlera aussi par la suite, je pense, l'image de soi, c'est quelque chose qui est très mis en avant dans la société. L'image de la femme, l'image qu'elle renvoie. Et c'est souvent cette partie-là qui est abîmée dans l'estime de soi. Le troisième élément, ça va être, donc j'ai dit l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. La confiance en soi, justement, il y a souvent une confusion quand les gens parfois disent « j'ai pas confiance en moi ». En réalité, c'est « j'ai une mauvaise estime de moi ». Parce que la confiance en soi, c'est quand on n'a pas confiance en ses capacités. C'est être capable de réaliser quelque chose. On est vraiment dans l'action, d'en faire quelque chose. On peut avoir une très bonne confiance en soi, mais ça ne veut pas dire qu'on a une bonne estime de soi. Parce que l'amour de soi peut être littéralement abîmé, en fait. Et le dernier élément, ça va être quoi? L'acceptation qu'on a de soi. C'est est-ce que moi, en tant que femme, je m'accepte avec mes fragilités, avec mes faiblesses, avec mes forces, avec mon parcours, avec mon histoire, avec tout ça. Donc, il y a cette notion également d'acceptation qui est très importante. Ok, super intéressant, super important ce que tu dis. Et effectivement, donc je note que tout commence avec l'amour de soi, donc tout commence vraiment à l'enfance en fait. C'est ça, c'est clairement ça. Ok, d'accord, super clair. Pour rebondir de ce que tu disais par rapport à l'influence qu'a la société sur le regard de soi, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une étude, donc une étude Dove qui révèle que environ 60% des femmes déclarent que leur estime de soi est influencée soit par leur apparence physique,
ou soit par les standards en fait effectivement imposés de beauté, etc. par les médias. Et une femme sur deux se sent mal à l'aise à cause de ces standards-là. Donc ça reflète vraiment ce que tu disais tout à l'heure, et ça reflète vraiment cette pression aussi quelque part sociétale sur la confiance en soi et sur l'image de soi aussi à travers le regard des autres, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, très bien. Ok, alors moi j'ai une question par rapport à ça. On parlait tout à l'heure effectivement du fait que tout se jouait à l'enfance. Est-ce qu'il y a une évolution de l'estime de soi avec l'âge? Il y a encore une autre étude, moi qui m'interpelle aussi, c'est que c'est une étude en fait de l'APA, donc American Psychological Association, qui déclare que 70% des jeunes ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc alors moi je me dis, en tout cas voilà, quand j'ai lu cette statistique, je me suis interrogée. Et je me suis demandé justement, est-ce qu'il y a une évolution avec l'âge? Est-ce que on est censé gagner en estime en grandissant ou au contraire? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Okay. 70%, c'est énorme, Mariam. J'avais pas cette information-là, mais c'est vraiment énorme. Ouais. Alors, l'estime de soi, oui, elle évolue avec l'âge. Elle évolue avec l'âge, bien sûr, parce que avec l'âge, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le corps se transforme et l'image, elle en est impactée. Ouais. Et on a vu que l'image, en fait, elle fait partie des composantes de l'estime de soi, donc l'estime de soi va forcément être impactée. Donc oui, en tant que femme, déjà l'âge nous marque physiquement. Physiquement, voilà, on est marqué avec les rides, le corps qui change, les grossesses. En fait, il y a toutes ces choses-là qui vont venir fluctuer, influer l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est ça. En fait, en fonction des différents stades de la vie d'une femme, la femme, elle a un défi. Ce défi, ça va être déjà d'accepter cette évolution. Donc, oui, l'estime de soi évolue. C'est pour ça qu'il y a besoin, en fait, de faire ce travail d'accompagnement. De soi à soi, on peut s'accompagner nous-mêmes, simplement en s'observant déjà d'une part. Et en prenant le temps, quelque part, pendant ces périodes qui sont importantes, de faire une introspection, ou peut-être aussi d'en parler avec l'entourage, pour vraiment, en fait, prendre un maximum de recul et de prendre conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Donc oui, l'estime de soi fluctue. Elle fluctue, elle change, elle varie, et c'est tout à fait normal. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se joue pendant ces moments de fluctuation pour accepter ce qui se passe et accepter en fait cette évolution. Ouais, très clair. Et puis effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est vrai que nous les femmes, on a aussi, on fait face de toute façon, je pense, en dehors de ce cycle du stade de la vie qui est classique, jeunesse, maternité, ménopause, etc. En dehors de ça, on a aussi un côté cyclique aussi. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de fluctuations qui se font au niveau de la façon dont on prend les choses, au niveau de la façon, l'amour de soi, l'estime de soi. Et voilà, on a aussi cette particularité d'être cyclique, et je pense que ça a aussi un rôle à jouer aussi sur le cycle menstruel. Je sais pas ce que tu en penses. Clairement, et c'est tout à fait vrai, et c'est important de le souligner, mais tu fais très bien de le faire. C'est pour ça que c'est important aussi de se connaître. L'estime de soi, ça passe aussi par la connaissance de soi. Parce que mieux on apprend à se connaître, et plus on accepte en fait ce qui se passe. Quand on a une méconnaissance de soi, ou une méconnaissance de soi, clairement, quand il y a ces périodes de cycle qui arrivent, on a du mal à comprendre. Ou je connais même en fait certaines femmes qui ont compris que leur cycle menstruel avait un impact sur elles à l'âge de 35 ans. Ouais. Donc c'est à 35 ans qu'elles ont compris que les états de fatigue qu'elles pouvaient ressentir, les coups de blues qu'elles pouvaient avoir, le mal-être, la culpabilité, quand elles se sentaient pas belles en se regardant dans le miroir, venaient du fait qu'elles avaient ces cycles menstruels. Mais la méconnaissance d'elles-mêmes les a amenées pendant en fait toutes ces années-là à ne pas le savoir, et du coup ça n'a pas aidé, ça a même en fait ça piétinait un petit peu quelque part l'estime qu'elles avaient d'elles-mêmes. Alors que quand on se connaît, on n'est plus bienveillant vis-à-vis de soi. Ouais, je suis entièrement ok avec ça. C'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup en accompagnement. J'aime bien expliquer effectivement ces différentes phases hormonales, ces impacts que ça peut avoir au niveau des émotions, au niveau de l'alimentation, au niveau de plein de choses. Et c'est vrai que c'est encore vraiment méconnu de beaucoup de femmes. Donc c'est super intéressant ce que tu dis là. Bon, super intéressant, et merci d'avoir souligné encore une fois, Amélie. Et en tant que toi naturopathe, t'es au front, en fait, tu vois ça, c'est ton quotidien, donc t'as conscience un petit peu de tout ça, et tu te rends compte que oui, c'est un point essentiel, important, qui
ouais, qui touche beaucoup de femmes et d'où l'importance de connaître tout ça, d'être informé de tout ça et d'avoir des outils, comme tu le proposes d'ailleurs, tu vois. Ouais. Alors, on va parler un petit peu maintenant PNL. Tu nous as expliqué un petit peu tout à l'heure les différentes techniques que tu utilisais dans ton quotidien pour pouvoir aider ces femmes dans cette problématique d'estime de soi. Donc la PNL en fait partie. Toi, en tant que spécialiste PNL, comment tu utilises cette approche justement pour aider ces femmes à renforcer leur estime? La PNL, comment je vais l'utiliser? Je l'utilise beaucoup sous forme de questions et sous forme d'exercices. J'amène D'accord. déjà ces femmes-là à avoir des prises de conscience, qu'elles se remettent en question. Je le fais beaucoup parce que l'estime de soi, l'air de rien, quand on est attentif à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à notre posture, à tout ça, on se rend compte que la mésestime qu'on a de nous-mêmes, elle se manifeste à travers différents détails, différents comportements, différents mots qu'on dit. Donc déjà, en fait, je vais amener cette personne à travers des questions, ou même simplement, en réalité, Malim, des fois, je vais juste dire à la personne, tiens, est-ce que tu as remarqué un petit peu comment quelle est ta posture? Ah, tu viens de remarquer ce que tu as dit. Au moment où elle a dit, par exemple, je sais pas, j'en ai par exemple quelques-unes qui me disent parfois désolé une vingtaine de fois pendant la séance. Donc c'est quelque chose que je vais relever. Elles en ont conscience, oui, mais je vais relever le nombre de fois. Je vais relever le nombre de fois pour prendre encore plus conscience de ce qui se passe et qu'elle mesure vraiment l'ampleur de la place que la mésestime qu'elle a d'elle-même occupe en réalité. Donc, ça va être beaucoup sous forme de questions. J'ai des exercices. Donc, la PNL, en fait, elle va modifier la perception du monde qu'on a. Et parce qu'en fait, on a tous un filtre à travers lequel on regarde les situations, la vie, on regarde les autres, on se regarde soi-même. Et pour prendre l'exemple, par exemple, des schémas de pensée négative, je te donne cet exemple-là. Par exemple, je suis pas bien, je suis nulle, je vaux rien. C'est ce qui est souvent présent quand on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Oui. La PNL, elle peut la reprogrammer. Déjà, en comprenant comment ce schéma s'est installé. Et ce schéma s'est installé souvent. Voilà, soit il y a eu des traumas, soit il y a eu des expériences douloureuses. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans l'adolescence. Voilà, l'idée, c'est déjà de comprendre d'où ça vient. Et ce schéma aussi, ce schéma de pensée négative, à quoi est-ce qu'il sert? Parce que l'air de rien, tout a une utilité. Qu'est-ce que ce schéma de pensée négative que moi j'ai mis en place, en quoi est-ce qu'il est utile? Et au travers des questions que je pose, ça permet déjà de conscientiser des éléments que peut-être la personne n'avait pas conscientisés. Et ça va aider à la restructuration du coup cognitive. Donc oui, la PNL, ça va être au travers d'exercices, de répétitions, beaucoup de répétitions. Et des répétitions, des mots, pour créer quelque part en fait ces nouvelles connexions un petit peu neuronales. D'accord. Ok, c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup la PNL. C'est vraiment, je trouve, un super outil. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de filtre et de dire qu'on peut effectivement reprogrammer des schémas de pensée. C'est juste incroyable. Clairement. Ok, alors merci beaucoup pour tes éléments de réponse. C'est super intéressant et c'est super clair. Moi, j'aimerais faire un parallèle entre les croyances limitantes et justement la faible estime de soi. Alors, j'imagine en fait que les croyances limitantes vont bien sûr jouer un rôle dans l'estime de soi, mais comment les identifier, comment les surmonter et comment finalement réussir à les dépasser? Clairement, c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est vrai que les croyances limitantes, elles font partie en fait de la nourriture de la mauvaise estime de soi. Clairement, elles se nourrissent de ça. Et pour les identifier, il est important non seulement de se questionner, encore une fois, le questionnement c'est très important, mais aussi de s'observer, de s'écouter. Parce que comme un petit peu, elle se manifeste un petit peu comme ce que j'avais décrit tout à l'heure, à savoir au travers du comportement, des paroles, des ressentis, des émotions qu'on peut ressentir, des réflexions qu'on a. Et les questions en fait qu'on peut se poser, par exemple, pour identifier ces croyances limitantes, on peut se demander par exemple si tout était possible, qu'est-ce que je désirerais dans ma vie? Et l'idée, c'est de lister tout ce qui vient et de ressentir l'émotion qui se présente. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles cela n'est pas possible? Et là, on commence quelque part en fait à identifier un petit peu ce qui est bloquant, ces croyances bloquantes. En gros, je ne suis pas capable de, je ne mérite pas, je ne peux pas. Et
Ce qui est important de savoir, c'est pour pouvoir se détacher d'une croyance limitante, c'est de savoir en fait, encore une fois, à quoi est-ce que ces croyances, elles ont servi jusqu'à présent. Intéressant ça. Ouais, franchement, c'est ce type de question qui amène une réflexion, ça te permet d'aller encore plus profond et d'ouvrir aussi sur autre chose. Le but, c'est de s'en défaire. Et d'où est-ce qu'elles viennent? Parce que souvent, ces croyances, c'est des croyances dont on a hérité. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai écouté quand j'étais enfant? Est-ce que c'est quelque chose que ma mère ou mon père disait ou un professeur à l'école répétait qui a fait que ça s'est intégré et finalement je me suis approprié quelque chose qui ne m'appartient pas? Il y a tout ce travail un petit peu de recherche, entre guillemets, qui se fait assez rapidement, hein. On déroule certaines séries de questions. Et comment les surmonter? La première chose, c'est de chercher des preuves qui sont contradictoires. Ça, c'est un point important. L'autre chose, c'est de se confronter à nos peurs. Parce qu'on ne peut pas dépasser une peur si on l'affronte pas, clairement. De changer aussi notre langage interne. Changer notre langage interne avec soi-même pour adopter des croyances plus positives. Voilà grosso modo ce que je peux dire par rapport aux croyances limitantes, Mariam. Alors moi, merci, c'est très très clair. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a quand même tout un travail à faire. D'où l'intérêt, je pense, de se faire accompagner, parce que voilà, on sent qu'effectivement, il y a souvent quelque chose derrière quelque chose. Donc c'est super intéressant, c'est super valorisant ce que tu dis aussi. Mais je pense que c'est vraiment très important de se faire accompagner pour pouvoir identifier et surmonter ces croyances limitantes et avancer dans ce cheminement pour une meilleure estime de soi. Clairement, c'est clairement ça. Parce que seul, on n'a pas. C'est compliqué de prendre du recul quand on est dedans, en fait. Et c'est vrai que l'accompagnement avec des personnes, voilà, compétentes, tu vois, comme ce que tu proposes toi aussi, tu vois, dans les accompagnements que tu fais aussi, ça permet de prendre du recul et vraiment d'offrir à la personne cet espace un peu d'analyse qu'elle peut avoir d'elle-même. Chose qui n'est pas aisée finalement quand on est dans notre quotidien. On est pris, on est absorbé et prendre du recul, c'est très compliqué parce que on est pris par le quotidien, on est pris par les croyances, on est pris par nos peurs, nos inquiétudes et du coup on se retrouve un petit peu dans un gouffre. Et être accompagné, c'est ce qui va permettre de ouvrir une première porte pour s'extraire de tout ça et avoir une analyse un peu plus, un peu plus objective de ce qui se passe en réalité. Ok, super, très clair. Alors, l'estime de soi, en tout cas, avoir une faible estime de soi, ça a forcément un impact aussi bien sur la vie personnelle que sur la vie professionnelle, par exemple. Il y a des études qui montrent que 85% des individus qui souffrent de dépression, ils rapportent avoir une faible estime d'eux-mêmes. Alors, à ton avis, comment une faible estime de soi peut affecter la femme dans ses différents aspects, c'est-à-dire soit au travers, des aspects plutôt autour de la vie professionnelle ou alors personnelle, comment ça peut effectivement influer et affecter ces différents aspects? Comme tu l'as très bien dit, Myriam, et c'est souvent le cas, c'est que une mauvaise estime de soi peut déjà amener à la dépression. Ça, c'est certain. Elle peut amener à plein de choses. Elle peut amener aussi à faire des burn-out, hein, si on parle du cadre professionnel. Mais en fait, elle va amener une façon de se comporter. Tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui s'excusait, qui m'avait dit qui me disait, lors des consultations que je faisais avec elle, elle me répétait désolée des dizaines de fois. Donc le fait de s'excuser constamment, ça agit en fait dans la façon de se comporter. De s'isoler. Dans le cadre du travail, ça va impacter si moi je m'isole. Même dans le cadre des relations, en fait, je vais être impactée parce que j'ai pas suffisamment une bonne estime de moi, ce qui va m'amener à me mettre à l'écart parce que j'ai peur finalement d'être rejetée, de pas être comprise et de pas être acceptée. Ou d'autres raisons encore. Une personne aussi, en fait, qui a une faible estime d'elle-même, elle va être plus sensible aux paroles, aux remarques, aux critiques. Elle va ressentir des émotions dans des situations dans lesquelles les autres personnes qui ont une estime correcte d'elle-même ou une bonne estime ne ressentiraient pas. Et elle remarquerait rien. Donc en fait, une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, elle va être beaucoup plus vigilante sur ce qui se passe, sur ce qui se dit. Elle va se sentir un peu, entre guillemets, un peu attaquée, parce que déjà, parce que elle déjà, avec cette mauvaise estime qu'elle a d'elle-même, c'est comme si en fait elle s'attaquait quelque part elle-même. Elle a une mauvaise vision d'elle-même, elle va penser que les autres ont une mauvaise vision d'elle-même.
Et dans le cadre professionnel, personnel, oui, ça va impacter. Surtout dans le cadre pro, on peut partir aussi là dans des relations avec des patrons. Il suffit qu'un patron soit un peu narcissique ou dominant ou assez autoritaire. La personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, en fait, son estime va diminuer encore plus. Donc oui, ça Ouais. impacte clairement dans le domaine pro, dans le domaine perso, et ça peut même être sujet ça peut même être sujet à des aggravations de cette estime de soi si on est confronté à des personnes qui sont malveillants et qui ont quelque part repéré ces failles-là et qui en jouent. Donc, ouais, ça impacte dans tous les domaines. Ça impacte dans tous les domaines. Après, attention, il y a un point que je veux quand même souligner et qui me vient là à l'esprit, c'est que il y a différents domaines de vie. On a le domaine personnel, on a le domaine professionnel, on a le domaine relationnel. On peut très bien avoir une estime de soi qui est à peu près correcte dans un des domaines. Parce que, je sais pas moi, par exemple, dans le cadre du travail, je sais que je suis compétente dans ce que je fais, je sais que je perfectionne dans les tâches que je fais, donc ça va venir alimenter cette estime que j'ai de moi. Dans le cadre, je sais pas, relationnel, j'ai du mal avec les relations avec les gens, donc j'aurai une estime de moi qui est un peu plus faible. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a différentes sphères. Et en fonction de ces sphères-là, l'estime de soi n'est pas forcément la même. Elle peut varier Exact. en fonction de ce que j'ai comme outil, de ce que j'ai acquis comme expérience, de ce que je sais faire, de, de ces choses-là en général. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est super intéressant ce que tu dis et j'ai envie de dire même c'est plutôt un discours plutôt encourageant. Enfin, effectivement, moi ma question c'était de savoir si effectivement une fois quand on a une faible estime de nous-mêmes, est-ce que justement c'est des choses qui sont forcément répercutées sur toutes ces sphères-là? Mais tu viens de répondre à cette question ok, c'est très clair. Après, il faut être prudent sur un point qui me vient, c'est que parfois, tu as des personnes aussi, bon là sur ce point, ouais, on l'a abordé, mais parfois, tu as même des personnes qui vont montrer qu'elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, mais au fond, elle est littéralement abîmée. Ça, c'est D'accord. plus difficilement perceptible, parce que quand on les voit, on se dit: «Waouh, mais cette femme, elle est juste superbe, en fait, elle est». J'en ai comme ça quand on les voit, mais pas une seconde on peut soupçonner qu'elle manque de confiance en elle, qu'elle a une mauvaise estime d'elle-même, qu'elle s'accepte pas, qu'elle ne s'aime pas. Et je les ai en cabinet, elles s'effondrent. Alors qu'à l'extérieur, mais ce sont des femmes en fait qui rayonnent. Ce sont des Ouais. femmes qui laissent rien paraître. Donc, elles jouent un rôle quelque part pour se protéger, mais elles en souffrent tout autant. Ouais. Mm. Ok, tout à l'heure on a parlé d'image de l'image que reflétait la société. On a vu que c'était très important dans cette question d'estime de soi. À ton avis, comment les femmes peuvent apprendre à s'aimer, à aimer leur corps dans cette société qui justement valorise souvent des standards de beauté qui sont voilà irréalistes? Ok. Alors l'image corporelle, comme tu dis, c'est quelque chose qui joue un rôle très important. Donc c'est vrai que dans cette société qui valorise les standards irréalistes, des fois on se perd et on se dit, on a du mal un petit peu à se situer dans tout ça. Le premier point, en fait, qui me semble important, c'est de se dire que c'est l'humain déjà, naturellement, il a tendance à se comparer. Et en soi, en fait, c'est pas mauvais de se comparer parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est vrai que ces beautés-là, ces standards de beauté irréalistes, on va dire, en fait, elles nous amènent à nous comparer, non pas pour apprendre, mais pour quelque part se dénaturer. Donc la comparaison, elle doit servir d'évolution et pas de régression. Donc les attentes un petit peu, enfin ces modèles qu'on a, donc elles exercent quelque part une pression, car on sent en fait c'est comme si on devait y répondre. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'y répondre. Moi, les conseils que je donnerais à ces femmes-là, c'est de savoir que pour s'accepter, il est important de comprendre est-ce que cette image, elle s'est abîmée. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui est en surpoids, c'est de savoir comment le poids est arrivé. Et quel a été aussi l'intérêt de ce poids-là? Qu'est-ce qui l'a permis? Parce que le poids, il peut servir de protection, il peut servir de comment dire, d'amis aussi quelque part qu'on n'a pas eu, qu'on aurait voulu avoir, de réconfort. Il peut servir de plein de choses en réalité. Donc c'est d'apprendre
à se regarder avec un regard bienveillant. Et tout ça dénué de la coloration de la croyance que les autres ont quand ils nous regardent. Donc c'est vrai que la société qui valorise aujourd'hui les standards de beauté réalistes, justement, comme on l'a dit, Malim, c'est irréaliste. Et ce qui est réel, en revanche, c'est le corps des femmes, c'est votre corps. Il est présent, il vit, vous le sentez, il est debout, il fonctionne pour vous. Et ce corps, il est là pour vous. L'idée, c'est de se demander, ok, ce corps, qu'est-ce qu'il me permet? C'est quoi son rôle? Et pour l'aimer, il est important de se focaliser sur tout ce qu'il permet. C'est de se regarder, c'est de le regarder avec l'histoire. On peut avoir des cicatrices, parfois on peut avoir quelque chose de particulier, les particularités de chacune. Donc plus on se connecte à notre corps, plus vous vous connectez à votre corps en ressentant, en l'observant, avec un regard déjà neutre au début. Voilà, si on n'est pas à l'aise pour avoir un regard bienveillant, ce qui est tout à fait normal, c'est au moins de se regarder de manière neutre. Certaines parties, on peut commencer par des parties du corps et progressivement, et avec un travail sur soi, regarder le corps de plus en plus dans sa globalité et en développant au fur et à mesure un regard bienveillant, reconnaissant, avec de la gratitude quelque part. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer un lien intime avec son corps. Ok, très bien. Ce que je retiens aussi beaucoup de ce que tu viens de dire, c'est cette idée de bienveillance. Oui. C'est vraiment être bienveillante envers soi-même et envers son corps. Donc c'est vraiment super intéressant ce que tu viens de dire. Je te remercie, madame. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. C'est vraiment très intéressant, mais voilà, toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, moi, j'ai une petite question pour toi par rapport à tout ce qu'on s'est dit. À ton avis, c'est quoi l'avenir? C'est quoi ta vision pour l'avenir de l'estime de soi chez les femmes? Quels sont les changements que tu penses qui vont apparaître prochainement pour aider les femmes à se sentir plus confiantes et plus valorisées? Alors, par rapport à l'avenir, je suis assez confiante. Je suis assez confiante parce que je me rends compte que les femmes ont de plus en plus conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe. Il y a de plus en plus de femmes qui se remettent en question. Dans les réseaux sociaux aussi, il y a énormément en fait de personnes, un peu comme moi en fait, un peu comme toi aussi Malim, qui sont là pour accompagner et qui sèment quelque part des graines dans leur discours pour que les femmes déjà commencent à conscientiser certaines choses. Donc je suis assez confiante parce qu'il y a aussi un mouvement, j'ai l'impression tu me diras c'est quoi aussi quel est ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a ce mouvement un petit peu qui fait que les femmes se prennent plus en main. On a conscience de ce qui se joue, on a conscience de l'impact du poids de la société, de l'impact du poids des traditions. Et l'accès aux informations est beaucoup plus facile aujourd'hui. Donc je me dis que l'accès à l'information est beaucoup plus facile. Donc je me dis que oui, effectivement, je suis assez confiante là-dessus. Après, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Est-ce que la société, elle, pourrait apporter des changements? Honnêtement, je suis pas trop sûre de ça, à vrai dire. Moi, je crois plus, sincèrement, aux changements que l'humain va apporter, mais pas que la société va apporter. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une ère où il y a vraiment cette mobilisation qui commence à prendre un petit peu humaine, qui fait que les gens un petit peu commencent à se réveiller, à ouvrir les yeux sur ce qui se joue, sur ce qui se passe. Donc voilà, je suis confiante en l'humain, je suis confiante en ce qu'il perçoit, en ce qui se passe, en ce qui se développe actuellement, et je me dis que ouais, ça va le faire. Ok, c'est un super message plein de positivité. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, je trouve que l'accès à l'information est vraiment large actuellement, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tous ces mouvements. Et effectivement, je trouve que la femme se rend de plus en plus compte que de l'impact que peut avoir en fait sur sa santé mentale, sa santé physique, de toutes ces choses-là, de toutes ces problématiques-là. Et c'est tout l'enjeu en fait finalement de notre podcast Équilibre, c'est vraiment mettre un focus sur la santé et le bien-être des femmes. Et je trouve que voilà, ça se fait de plus en plus, la parole est libérée grâce à des personnes comme toi aussi. Donc je trouve ça vraiment très bien et je te rejoins sur le fait que moi aussi je ressens de la positivité dans l'avenir. Ouais, complètement. Amal, si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors pour me trouver, je suis sur les réseaux. Donc sur Instagram, on me trouve, sur TikTok, on me trouve aussi. J'ai mon site aussi en ligne. Donc sur Insta, c'est Amal, AMAL Toui, Toui. Sur TikTok, un peu la même chose. Je poste à peu près la même chose. Hein. C'est bien-être-sophrologie. Et mon site du coup en ligne, c'est www.newlife-amal.fr. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de ce podcast. Par rapport à tes accompagnements, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des consultations en ligne, en visio, en présentiel? Comment ça se passe? Ouais, je fais les deux, Mariam. En fonction de ce qui est possible pour la personne, en fonction de la distance géographique, je propose ce qui arrange la personne. Ok, super, très bien, nickel. Alors, Amel, je te laisse le mot de la fin. Si tu devais laisser pour nos auditrices un seul conseil pour renforcer leur estime de soi, quel serait-il? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de se dire que l'estime, c'est de la visualiser, de la sentir, peut-être même de l'entendre. D'entendre en fait la place qu'elle occupe à l'intérieur de chacune d'entre vous. De se dire que c'est une pierre, en fait, l'imaginer comme une pierre précieuse. Et que cette pierre précieuse, personne ne doit l'abîmer. Et de ne laisser personne l'abîmer. Et que elle aussi, vous aussi, faites attention à ne pas la rayer. Donc voilà ce que je pourrais donner un petit peu comme image pour le mot de la fin. Super, c'est une très belle image. Merci beaucoup Amal pour le temps que tu as bien voulu nous accorder, pour toutes ces informations, pour toutes ces précisions, tes perceptions, ta voix douce Amal, merci. Merci à toi Mariam aussi de faire tout ce que tu fais et de permettre justement en fait à toutes ces femmes en fait qui nous écoutent d'avoir en fait des informations différentes, des outils différents, accès à tout ça, parce que sans toi, en fait, le podcast, ce serait pas possible. Donc, merci à toi, mais vraiment. Parce que j'en suis pas là, moi, par exemple, au podcast, tu vois. Mais voilà, tu fais l'effort de le faire, ça demande du temps, ça demande du travail. Et grandement merci à toi. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Amal. Je t'en prie. À très bientôt, Amal. À bientôt. Au revoir, Mariam. Au revoir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.